Bonjour à toutes et à tous. Enchantée de vous retrouver, très heureuse de vous retrouver pour ce webinaire ce soir qui pose la question du pilotage de l'amélioration du climat scolaire dans nos établissements. Je suis avec Thomas Gilbert, on va se présenter dans un instant. On est ensemble pour une heure d'échange, de réflexion, et on aura aussi la chance d'avoir le témoignage d'une collègue personnelle de direction de l'Académie de Créteil qui est déjà parmi nous. Je la salue, Gaëlle Marceau. Et puis surtout, c'est vraiment dans nos échanges que nous allons pouvoir envisager ensemble, à partir des constats qu'on a pu opérer les uns et les autres dans nos situations professionnelles respectives, et bien envisager ensemble un certain nombre de possibles, de pistes, nous permettant effectivement de faire en sorte que dans les établissements, sur nos territoires, eh bien, nous puissions disposer les uns et les autres de conditions favorables à la conduite des enseignements, à la prise en charge éducative des élèves et à la réussite des apprentissages, bien évidemment, pour tous les élèves. On est donc sur une rencontre organisée par ManageEduc. Quelques mots en guise d'introduction, justement, concernant ManageEduc, que beaucoup d'entre vous connaissent déjà bien, très bien. Je dirais que c'est avant tout une aventure humaine. Ce sont des hommes et des femmes qui partagent les mêmes valeurs, la même préoccupation de la réussite et du bien-être de tous, élèves et adultes de l'établissement, des écoles et des établissements. Cette aventure humaine, elle se traduit par une dynamique professionnelle qui va s'inscrire en dehors des schémas institutionnels. Ce sont donc des initiatives plurielles qui permettent de partager, de réfléchir et d'apprendre ensemble. On est vraiment sur une dynamique apprenante. La communauté ManageEduc, c'est une communauté de praticiens, mais aussi de scientifiques qui finalement vont poser sur les questions vives en éducation, le croisement des regards qui vont confronter l'expérience, les pratiques à la réalité des travaux de recherche, et tout ça pour construire des réponses adaptées, proposer des ressources et organiser des temps d'échange entre pairs. On a envie de réfléchir, on a envie d'agir, et concrètement, on se met collectivement en mouvement pour qu'effectivement le pilotage pédagogique se fasse au service de la réussite et du bien-être de tous. Alors concrètement, c'est un espace en ligne que vous connaissez certainement toutes et tous, avec des dossiers thématiques, des fiches outils, des fiches ressources, des paroles d'experts pour s'inspirer, s'outiller et appréhender ensemble les évolutions du pilotage éducatif. Mais ce sont aussi des temps réguliers de rencontres, avec des webinaires 2 fois par mois, avec des ateliers qui sont réservés aux abonnés, et puis la possibilité effectivement de prolonger un certain nombre d'échanges autour de projets plus spécifiques. Alors, aujourd'hui, et avant d'aborder plus précisément la thématique d'aujourd'hui, peut-être quelques mots pour me présenter. Je suis donc Cécile Cuvelier-Laloux, je suis IAIPR, établissement vie scolaire, et j'exerce actuellement sur l'Académie de Reims. J'ai, au fil de mon parcours professionnel, exercé différents métiers d'enseignement et d'encadrement sur les 2 degrés. J'ai travaillé en administration centrale, j'ai travaillé en service déconcentré, et j'ai eu la chance de vivre une expérience professionnelle durant un peu plus de 2 ans au sein de la mission ministérielle de prévention et de lutte contre les violences en milieu scolaire. Et j'ai pu y développer une expertise sur les questions relatives au climat scolaire, aux violences en milieu scolaire et à la gestion de crise. Ce qui explique un peu que je sois aujourd'hui aux côtés de Thomas pour effectivement poser cette question de l'amélioration du climat scolaire. Et je te laisse la parole tout de suite, Thomas. Merci Cécile. Bonsoir à toutes et à tous. Donc moi je suis Thomas Gilbert, je suis proviseur adjoint dans l'Académie de Nantes dans un lycée polyvalent. Je m'engage depuis, j'étais conseiller principal d'éducation pendant 11 ans avant, et je m'intéresse aux questions largement de climat scolaire et puis de violence scolaire, et particulièrement on va dire de la prévention et de la gestion de crise.
Et j'ai travaillé pendant quelques temps, lorsque j'étais CPE, j'avais encore le temps d'avoir une autre vie que celle de père dire. Et j'ai travaillé comme consultant dans le secteur privé en prévention et en gestion des crises, principalement axé sur les problématiques de violence. Donc là maintenant, on va dire que je suis personnel ressource au niveau de l'académie de Nantes sur différentes questions qui sont liées à les enquêtes locales climat scolaire, les formations sur le harcèlement, les violences scolaires. Et puis, je me suis dit que on était quand même dans une période bien compliquée. Tous les personnels et toutes les communautés scolaires, et qu'on rencontrait quand même de plus en plus de situations de crise, et que certainement parce que je faisais moins de formation avec le Covid, le contact me manquait. Et donc, je me suis mis à écrire un ouvrage spécifiquement dédié à la prévention et à la gestion de crise en milieu scolaire, dans le second degré. Voilà, il y a une sortie prévue pour le premier degré bientôt, mais c'est autre chose, plus spécifique. Et voilà, c'est une problématique qu'on rencontre tous, qui est un petit peu compliquée. Tout le monde n'a pas la même culture professionnelle au sujet de ça. Ça fait pas partie de notre cœur de métier. Donc voilà, ça paraissait utile d'échanger et d'apporter des outils et on va dire ma très modeste contribution, parce que c'est un des principes de la gestion de crise, c'est qu'on a beau rencontrer une situation compliquée et s'en sortir à peu près élégamment et de manière positive une fois, et le lendemain une autre situation va nous mener vers des difficultés, et que voilà, c'est principalement de l'adaptation et pas uniquement des protocoles et des plans écrits sur le papier et des entraînements très ciblés et des procédures, etc. quoi. Voilà pour la présentation. Alors, merci beaucoup Thomas. Alors, on s'était déjà retrouvés il y a quelques mois ensemble dans ces mêmes circonstances. Et puis, on avait évoqué finalement un certain nombre d'observations qu'on avait pu conduire dans différents établissements, sur différents territoires, dans nos fonctions respectives, sur les comportements des élèves, les effets aussi finalement de la crise sanitaire sur le fonctionnement des collectifs professionnels. Et en fin d'année scolaire dernière, moi, en tout cas, en tant qu'IA-IPR établissement vie scolaire, avec mes collègues et avec les chefs d'établissement de l'Académie de Reims, on se questionnait beaucoup sur ce que serait la rentrée 2021. En fait, on se demandait d'abord si le contexte sanitaire, quel serait le contexte sanitaire, si il nous permettrait une rentrée tout à fait normale, ordinaire, ou encore avec un certain nombre de contraintes qui pouvaient entraver des fonctionnements. Et puis surtout, on observe ce qu'on avait observé avec cette dégradation du lien entre les élèves et les adultes, sur des problématiques de violence, avec de nombreux faits signalés, avec un nombre important de conseils de discipline, donc un certain nombre d'indicateurs qui finalement pouvait nous laisser craindre que la rentrée de septembre, elle serait effectivement particulièrement complexe. Voilà, nous y sommes aujourd'hui. On est même, la rentrée, elle est même déjà quelques semaines derrière nous. Thomas, j'aurais envie de te demander, toi, là, dans l'établissement, quelle observation tu as fait après ces premières semaines de rentrée? Est-ce que finalement ces craintes qu'on avait, toi, tu les as levées, ou est-ce qu'au contraire, elles se sont confirmées? Alors moi, ce que j'observe, c'est pas forcément de grosses tensions comme on avait pu en avoir. Alors, je suis sur un lycée polyvalent avec une particularité de faire le grand écart entre, on va dire, des jeunes sur la voie générale qui sont issus plutôt de milieux favorisés où ça se passe bien et où la crise ne les a pas impactés, par exemple financièrement. Et puis d'un autre côté, avec une partie industrielle, donc masculine à 98%, avec des jeunes qui viennent de quartiers urbains, de quartiers, pour faire court. Et puis, donc moi, ce que j'observe, c'est
plus paisible que l'année précédente. Quand on regarde les signalements de faits établissements qu'on avait pu faire sur la même période l'année dernière, on est nettement moins cette année. Ça ne veut pas dire qu'il se passe rien, mais c'est pas tout à fait le même contexte quand même. Et puis, par contre, ce qu'on observe sur les lycées, particulièrement peut-être, c'est plus une situation peut-être de mal-être qu'on avait déjà senti l'année dernière avec du stress chez les lycéens, particulièrement ceux de la voie générale, avec le bac qui nouveau qui se mettait en place. Et finalement, on a aussi des situations de mal-être sur la voie professionnelle, ce qui était plus rare hors ce contexte de crise. Et puis, on se rend compte aussi que finalement, les adultes aussi ont besoin qu'on s'occupe d'eux, qu'on leur apporte de l'attention. Et quand on s'est vu pour préparer ce live, on se disait, bah oui, c'est la période où peut-être qu'il va falloir faire attention. Il ne faudrait pas qu'il y ait justement un événement déclencheur qui vienne apporter une nouvelle situation de crise. Parce que c'est la question que tout le monde se pose finalement. Est-ce qu'on est sorti de crise ou est-ce qu'on est en sortie de crise, qui n'est pas la même chose? Et ça, c'est, je pense, assez important. Effectivement, moi, j'espère, comme tout le monde, qu'on s'en sorte, mais on n'en est pas tout à fait sorti. Et on n'est pas dans la période post-crise, on est certainement dans une période de sortie de crise. Tout dépend des événements qui arriveront derrière, et on n'a pas de boule de cristal, donc on n'est pas à même de présager de facteurs aggravants qui pourraient survenir, même si on ne les souhaite pas. Maintenant, cette période est assez particulière parce que finalement, elle est synonyme à nouveau d'incertitude, un peu comme quand on était au démarrage de cette crise, c'est-à-dire que comme on n'est pas le nez dans le guidon, on commence à regarder un petit peu la route devant nous et on se demande de quoi elle est faite, et en même temps, tous les organismes sont fatigués parce qu'ils ont vécu par le pic aigu de cette situation. Et donc, effectivement, c'est là aussi où la communauté éducative a le temps de rejeter un œil sur ses leaders, et la manière dont on a géré le pic de la crise quand on était au plus compliqué, certainement que ça peut être un investissement gagnant pour maintenant. Et puis on a tous aussi rencontré des difficultés à des moments dans nos protocoles sanitaires, etc. Et quand ça s'est mal passé, certainement que l'ardoise est encore là et a du mal à passer pour certains personnels. Donc c'est une période qui est certainement sensible. Je pense que les vacances feront du bien à tout le monde et qu'on a certainement intérêt à beaucoup se reposer parce que on n'est pas dans la pire période de l'année, comme on le sait tous. Elle est à venir. Ça, c'est pas très sympa de dire ça avant les vacances, mais oui, il faut en tenir compte quand même. Et en t'écoutant, je me dis que finalement, moi, le regard que je porte sur ces 2 années là qui viennent de s'écouler, j'ai plus l'impression d'un enchevêtrement de crises finalement. Il y a une crise sanitaire effectivement longue qui est contextuelle en quelque sorte par rapport à ce qui se passe dans nos établissements et qui est venu impacter nos organisations, nos fonctionnements, mais aussi et surtout, comme tu le disais, chacun de nous. Les élèves, les adultes, dans leur vie personnelle, qui est venu aussi impacter les fonctionnements professionnels, individuels et collectifs. Donc une crise sanitaire qui est donc finalement ensuite rentrée, qui s'est un peu entremêlée avec ce que j'appellerais une crise professionnelle, mais qui est plus dans l'ordre où finalement nos pratiques habituelles, nos repères dans le champ professionnel ont été bousculés, ont dû être reconstruits. On a dû développer de nouvelles pratiques, utiliser de nouveaux outils, aborder de nouvelles problématiques finalement, ou en tout cas des problématiques qui existaient peut-être, mais qu'on ne percevait pas ou qu'on ne traitait pas de la même manière. Il y a une crise scolaire qui est directement liée au fait que on a eu du décrochage, on a eu des gamins en fragilité scolaire parce qu'il y a eu le fil c'est vraiment détendu et il y a eu alors même si on a
peut-être pas perdu un grand nombre d'élèves. On voit très bien quand même qu'on a des élèves qui ont souffert sur le plan des apprentissages de cette période longue. Et puis une crise éducative, hein, c'est-à-dire on a bien observé l'an dernier des problématiques dans le lien social, des problématiques dans les comportements individuels et collectifs. Et tout ça, finalement, ça s'est enchevêtré dans le temps. Et quand tu parlais tout à l'heure d'une possible sortie de crise, je crois qu'effectivement, on peut pas aujourd'hui dire que la crise est terminée. Certainement que on aura, le temps est venu peut-être progressivement pour que la crise sanitaire effectivement soit moins prégnante, voilà, impacte moins nos contextes de fonctionnement, mais les autres crises, elles restent encore assez vives finalement. Et comme tu le disais, on voit effectivement chez nos jeunes, plus particulièrement chez les lycéens, on a l'impression que finalement les collégiens sont heureux et soulagés de retrouver un format un peu ordinaire de scolarisation et de fonctionnement. Chez les plus âgés, chez les lycéens, il y a vraiment des manifestations de mal-être, hein, avec des troubles anxio-dépressifs, avec des conduites à risque, avec des comportements inappropriés de violence envers soi, hein, des phénomènes de scarification. Finalement, nos lycéens, on voit bien qu'ils vont mal ou qu'ils vont beaucoup moins bien. Alors, tu le disais aussi, on a moins de phénomènes de violence, mais on en voit quand même. Et alors, est-ce une spécificité du territoire dans lequel j'exerce? Je ne suis pas sûre, mais en tout cas, nous, en plus, les comportements violents qui ont émergé depuis la rentrée de septembre sont essentiellement à caractère sexuel. C'est-à-dire qu'on a une augmentation vraiment très forte des problématiques de violence sexuelle et sexiste. Et ça interroge parce que c'est vraiment complètement décalé par rapport à ce qu'on connaissait auparavant. Et on voit bien qu'effectivement, là, l'objectif de permettre l'amélioration du climat scolaire, il est particulièrement prégnant et particulièrement important. Alors, si on se focalise justement un peu peut-être sur le mal-être chez les élèves, finalement, comment on peut prendre en compte et répondre à ce mal-être, quoi? Comment, toi, par exemple, dans ton établissement, tu arrives à trouver des réponses ou à construire des réponses avec les équipes? Alors, il y a plein de choses qui sont hyper intéressantes, donc forcément, j'ai envie de parler de tout. D'abord, effectivement, on est le fait d'être sur une situation de crise, quel que soit le moment où on en est, c'est synonyme d'incertitude. C'est-à-dire que tout est un peu dans l'inconnu, on perd ses repères habituels et on a du mal à construire une réponse classique, puisque justement, on a perdu tous ses repères classiques. Deuxième chose que je notais aussi, effectivement, l'imbrication des crises. Ça, c'est quelque chose dans l'approche des événements ou dans la stratégie du coup de réponse qu'on va élaborer à l'échelle d'un établissement. Ça peut être intéressant de se poser la question. On peut avoir une conception des situations de crise comme étant dues à un événement ponctuel. C'est le choc, l'événement traumatisant, la violence qui s'exprime d'un coup, et puis c'est l'événement déclencheur, et il faut le gérer. Ce qu'on appelle l'approche effectivement événementielle. Les Américains ont un peu cette approche-là des crises. Nous, on a plutôt une approche systémique qui est très à la mode de plus en plus d'ailleurs, y compris dans le secteur privé, dans le secteur de la politique aussi, puisque s'il y a bien un milieu où on s'intéresse aux crises, c'est en politique. Et moi, je m'intéresse pas forcément d'ailleurs à la politique, mais enfin bon. On a cette approche-là de se dire que par les temps qui courent, dans notre monde qui est hyper connecté, où tout est relié, les environnements humains, les modes de communication, ce qui se passe dans une salle de classe peut se retrouver sur un réseau social 10 minutes, un quart d'heure plus tard, puis à la télé, etc. Effectivement, ça fait que ça génère des crises
qui sont imbriquées les unes dans les autres. Et on parle, c'est Patrick Lagadec, qui est un des spécialistes de la gestion de crise en France, il parle d'hypercrise, un peu comme les phénomènes météorologiques. On démarre d'une tempête, mais il y a en plus un tsunami, des inondations, etc. Finalement, avec la crise sanitaire, on se retrouve un petit peu là-dedans. Et puis, oui, l'environnement social est un peu particulier quand même depuis quelques temps. On nous parle en plus, il y a la menace terroriste qui est toujours actuelle, et on se retrouve finalement, pour certains établissements, effectivement, être personnel de direction, c'est quasiment faire de la prévention et de la gestion de crise limite à plein temps, quoi. Donc c'est un peu particulier comme contexte. Et après, sur les choses concrètes, je pense qu'il faut tenir compte absolument de ce mal-être qui est constaté et le prendre en charge. Alors, il y a notamment, c'est en français, donc ça c'est bien, il y a les pratiques qui tiennent compte, les pratiques pédagogiques qui tiennent compte des traumas. Il y a notamment l'université d'Alberta au Canada, qui est la province d'Alberta, du coup, de l'Alberta, qui met en ligne des outils là-dessus. Au départ, c'était comment est-ce qu'on fait pour prendre en charge des jeunes qui arrivent de territoires de guerre, finalement, qui sont migrants, et pour les intégrer dans une vie scolaire épanouissante, où on doit tenir compte aussi que ces jeunes-là ont vécu des traumatismes avant, et que forcément, ils ne vont pas se conduire de la même manière dans un groupe que d'autres jeunes. Donc il y a des pistes de ce côté-là, je pense, à prendre. On ne prend finalement aussi qu'assez peu de temps à évaluer justement l'impact, puisqu'on se dit tous que les gens, les personnels, les élèves aussi, finalement se comportent un peu de manière étrange, parfois même irrationnelle, on qualifierait ça comme ça. Mais est-ce qu'on a vraiment pris le temps dans son établissement scolaire d'évaluer l'impact de cette crise dont on est en train de sortir? C'est-à-dire qu'on a envie d'en être sorti, on voit bien qu'il y a du changement, et en même temps, oui, il y a certainement une nécessité à prendre le temps d'évaluer l'impact. Alors il y a le centre nord-américain là d'évaluation des menaces et de prise en charge des traumas. Alors c'est le NACTATIR, NACTATR, qui a publié aussi en français un outil qui est très intéressant sur la réouverture des écoles. Donc je crois que ça date d'avril ou de juin dernier. Donc il y a une version, y compris en français, parce que à destination des environnements scolaires, des communautés scolaires francophones, où c'est vraiment un guide de réouverture des écoles. Et finalement, on est un peu là-dedans encore. Certes, les écoles les établissements scolaires avaient repris en juin dernier, mais n'empêche que là, on fait une vraie rentrée à peu près normale. Et donc, il y a nécessité certainement d'évaluer l'impact sur le collectif et en même temps sur les individus de tout ça. Et pourquoi je suis là en train de parler de trauma, etc. Cette période de crise, même si elle n'est que sanitaire, alors moi je suis pas de formation psychologue, n'empêche que tous les psychologues sont d'accord pour dire que effectivement ça a réveillé des traumas, souvent chez des jeunes comme des adultes qui ont vécu des événements traumatiques par le passé. Cette période qui a été particulièrement anxiogène et source de déstabilisation a fait ressurgir des traumas qu'avaient pu vivre les gens. C'est pour ça aussi qu'on voit dans notre société, malheureusement, que ça soit en France ou dans d'autres pays, des gens qui vulgairement pètent les plombs ou commettent des actes de violence extrême, parce que c'est dû à cette situation très particulière qui ravive les traumas. Et malheureusement, plus on en parle au niveau médiatique, plus on maintient cet environnement et ce marasme un peu ambiant. Donc bien évidemment, avec l'hommage à Samuel Paty, le contexte terroriste,
enfin voilà, je fais grâce de reprendre tout ce qu'on voit en ce moment dans les médias sur actes barbares ou violents. Ça ne favorise pas non plus un retour psychique épanouissant, positif, où on en vient aussi à identifier ses émotions. J'en viens tout doucement sur tout le travail qu'on peut mener en établissement sur les compétences psychosociales. Et ben là, on est vraiment en plein dedans. C'est-à-dire que comment on peut faire pour mettre des mots sur les émotions qui sont vécues par les uns et par les autres, pour créer des espaces de parole qui sont sécurisants, non jugeants, sans évaluation de quoi que ce soit, mais juste des espaces de parole, effectivement. Et parfois, que ce soit pour les élèves et pour les personnels, on n'est pas forcément très très outillé, on va dire, de manière institutionnelle là-dessus. Ouais. Oui, tout à fait. Alors, en consultant hein, vos remarques et vos questions, bien évidemment, hein, ce qu'on a évoqué sur le fait que voilà, il y avait des observations particulières sur les lycéens. Hein, vous exprimez le fait que aussi en collège, on a des problématiques avec des tensions interindividuelles, avec des problématiques de comportement et ce que j'évoquais tout à l'heure avec ce qui me semblait non pas être une spécificité de mon territoire, mais en tout cas une réalité de mon territoire à cette rentrée, visiblement c'est partagé aussi ailleurs. C'est-à-dire que ces problématiques de violence sexuelle, elles sont préoccupantes et elles touchent des publics d'élèves assez jeunes, de manière continuée et de manière plus marquée que les années précédentes. Alors, tu as évoqué là, Thomas, un certain nombre de possibles. Hein. Moi, j'ai entendu finalement la capacité d'attention, d'écoute, de disponibilité des adultes en direction des élèves qui sont en souffrance et qui vont donc devoir, pouvoir trouver auprès des adultes cette d'abord une reconnaissance peut-être hein, de leur situation de mal-être, et je pense que ça c'est important. C'est exactement finalement ce qu'on vit aussi par exemple lorsque on est sur une victime avérée hein, d'un fait de violence, c'est-à-dire que la reconnaissance par l'adulte, par l'attention qui va être accordée, c'est déjà un acte premier essentiel. Il y a la possibilité d'offrir des temps, des espaces sécurisés où soit de manière individualisée, soit en groupe restreint, on va effectivement permettre aux jeunes de mettre des mots sur ce qu'ils ressentent, mais ça suppose là aussi un apprentissage. Tu parlais hein, des compétences socio-émotionnelles, des compétences psychosociales. Oui, c'est pas des choses qui s'improvisent, hein, c'est véritablement des apprentissages qui se construisent. Et tous les adultes n'ont pas la même possibilité finalement d'accompagner les jeunes dans ces apprentissages ou sur ces chemins un peu délicat hein, parce qu'on touche effectivement à l'intime, parce qu'il y a des choses qui vont se révéler, qui peuvent nous mettre en difficulté, qui peuvent nous impacter nous aussi émotionnellement. Donc voilà, il y a un certain nombre d'éléments de ce type-là. Je pense aussi, et pour l'avoir vu dans cette attention particulière aux jeunes en situation de mal-être, il y a aussi la relation entre pairs hein, et le fait de pouvoir identifier quelques jeunes qui vont plus jouer un rôle de tuteur, d'être les relais, on va dire, le père de relais en proximité qui va pouvoir finalement éviter l'isolement déconstruire, participer à la déconstruction en tout cas du sentiment d'abandon ou de mise à l'écart et finalement arriver à renouer, à retisser le lien parce que c'est vraiment ça, hein, il y a un travail de restauration, de réparation du lien social qui doit être établi avec cette relation de proximité, de confiance aussi au-delà de celle qui est importante avec les adultes, aussi avec les pairs. Donc peut-être aussi des activités. Moi, j'ai vu ça dans des établissements et je trouve ça assez intéressant parce que ça amène ça prouve que c'est assez efficace. Des activités alors artistiques, culturelles, sportives, des activités de jeu, voilà dans le cadre de clubs, des temps un peu voilà du théâtre, ça peut finalement permettre à des jeunes de se retrouver, d'avoir des petites j'allais dire des bulles où finalement ils vont vivre une expérience qui va leur permettre de recréer du lien entre eux. Voilà, ça peut être
des pistes intéressantes. Et puis l'autre élément également, c'est le fait que c'est finalement aussi important dans ces moments privilégiés d'ouvrir la fenêtre sur autre chose finalement, et d'ouvrir la fenêtre aussi sur quelque chose qui mobilise aussi les adultes. J'étais l'autre jour dans un collège, REP+, qui a fait le choix de mettre en place, alors comme beaucoup d'établissements, le quart d'heure de lecture. Sauf qu'ils ont fait le choix de mettre en place ça de manière très particulière la dernière semaine avant les congés, avant chaque période de congé, avec les personnels administratifs et les personnels de direction qui vont dans les classes. Voilà. Donc c'est sur la S3, voilà, voilà, les adultes viennent se mêler finalement dans différents espaces avec les jeunes, et ils ont observé, donc ils font ça déjà depuis un an, et ils ont observé effectivement des effets favorables, des effets bénéfiques sur la qualité du lien, sur la qualité de la dynamique de groupe et sur la qualité de la relation entre adultes et élèves. Alors, juste peut-être pour répondre à la collègue qui pose la question très clairement, mais qu'est-ce que je fais moi pour améliorer le climat scolaire? J'ai des élèves tendus, j'ai beaucoup de bagarres, j'ai beaucoup de violence. Alors moi, pour en parler très longtemps, donc je vais pas le faire. Je vais juste te dire que il faut se référer aux travaux qui ont été conduits depuis déjà une vingtaine d'années en France, à l'étranger. En France, on a quand même eu un précurseur qui est Éric de Barbieux et qui a posé énormément de choses. On a d'autres chercheurs qui travaillent aussi sur ces enjeux-là. La démarche d'amélioration du climat scolaire, elle existe. Il y a des ressources. Les leviers sont clairement identifiés. 7 leviers d'intervention. Et comme tu disais très justement, la première étape, c'est la mesure. C'est de savoir d'où on part. Quelle est la réalité effectivement d'établissement et quelles sont finalement les priorités, enfin en tout cas les objectifs prioritaires qu'on va se donner, parce que on va pas se disperser en allant partout, mais on va effectivement cibler les éléments qui sont particulièrement significatifs pour l'établissement. Donc une démarche globale, systémique, qui permet effectivement d'aborder un certain nombre d'objets. Et puis moi je crois que c'est vraiment pour renvoyer à deux sentiments, ou en tout cas à deux dimensions essentielles du climat scolaire, que sont le climat de sécurité et le climat de justice. Dès le moment où il y a écart à la règle, il y a effectivement, alors d'abord, il y a des règles, ça veut dire elles sont connues, elles sont explicites, elles sont comprises. Et par ailleurs, on a effectivement, s'il y a écart à la règle, il y a à un moment donné quelque chose qui permet de montrer effectivement cet écart à la règle. Donc c'est la sanction, c'est à un moment donné se dire non, ça c'est pas permis, parce que laisser passer certains comportements inappropriés, c'est obligatoirement dégrader le sentiment de sécurité, dégrader le sentiment de justice chez les autres, c'est créer un sentiment éventuellement d'impunité chez certains, et ce sont ces micro-événements, ces micro-phénomènes qui vont de toute façon contribuer encore à la dégradation ou entretenir la dégradation du climat scolaire. Donc ça, c'est un élément très important. Si on s'intéressait maintenant un peu aux adultes, finalement, est-ce que les adultes, comment vont les adultes aujourd'hui dans nos établissements, sur nos territoires? Les adultes, j'allais dire les professionnels, individuellement et collectivement, ont-ils là aussi pu reprendre à cette rentrée dans de bonnes conditions professionnellement? Je crois aussi que ça dépend effectivement des contextes de chaque établissement. Moi, je suis plutôt épargné, même si je sens que la période est tendue et que effectivement, elle est potentiellement le creuset ou un terreau favorable à l'émergence de situations compliquées. Mais je suis plutôt sur un environnement serein. Mais je connais des collègues ou des établissements où c'est compliqué depuis la reprise. Souvent, la période du pic de crise sanitaire a été compliquée chez eux.
Et effectivement, ça se traduit à la reprise par peut-être une angoisse qui s'exprime encore davantage chez le personnel, et du coup des crispations autour des situations habituelles finalement de la vie de l'établissement. Et oui, le fait d'avoir je partage, et puis je vois dans le film là, d'avoir des activités effectivement qui font du sens, et puis qui donnent en ligne de mire un petit peu autre chose que porter un masque, mettre du gel, combattre un virus, etc. Ça fait du bien, à tout le monde. Moi, les profs se sont mis, c'est pas nous, hein, c'est l'amicale des personnels, à créer une chorale cette année. Ils étaient à la chorale et ils étaient très nombreux ce midi. Et si ça leur fait du bien de chanter, du moment qu'ils ne me font pas chanter, c'est très bien. Voilà. Donc, je pense qu'il faut trouver effectivement des activités qui permettent au groupe de retrouver une vie sociale. Parce que je pense que si les jeunes, effectivement, sont autant dans la confrontation aussi, finalement, on voit bien, il y a deux postures qui s'expriment. Il y a d'un côté la fuite, je sèche, je vais pas bien, etc. Et ça se joue en dehors de l'établissement finalement. Et puis, quand je suis dans l'établissement, là, je suis en lien, en contact avec les autres, mais la dernière fois où j'étais en contact avec les autres, ça remonte. Les images de la société, que ce soit dans des fictions ou malheureusement des interventions d'adultes qui seraient censés montrer l'exemple, ne sont pas non plus extrêmement favorables et modélisantes pour nos jeunes. Donc avoir des activités aussi qui fédèrent et les adultes et les élèves, comme la médiation, très très bon dispositif qui permettent de lutter contre les phénomènes de bouc émissaire, d'intimidation, de harcèlement, et d'avoir des dispositifs comme ça où et les élèves et les adultes vont se retrouver pour améliorer le climat scolaire. C'est des très bons outils pour agir. Voilà, là, on voit la marguerite du climat scolaire, on est sur les stratégies d'équipe, on est sur la prévention de la violence d'un côté, il y a des pratiques finalement pédagogiques aussi, puisqu'on est dans l'éducation du futur citoyen, des pratiques langagières aussi, parce que dans la maîtrise de la langue française, être capable de argumenter, etc., c'est très bien, et c'est d'autres modèles de régulation des conflits que de se coller des pralines dans la cour, quoi. Oui, tout à fait. Et oui, hein, donc là, les collègues témoignent d'un certain nombre de pratiques et d'expériences qui ont pu être menées, où finalement l'implication, le fait d'appréhender d'autres manières et d'autres sujets, ça aide effectivement. Moi, ce que je vois émerger aussi beaucoup à cette rentrée, c'est des demandes d'équipe concernant la qualité de vie au travail. Alors, c'est juste un témoignage, hein, mais on a fait le choix, nous, d'accompagner quelques équipes. Alors, non pas en leur donnant de la formation ou en leur donnant des outils, voilà, en leur livrant, j'allais dire, du prêt à l'emploi, parce que je pense que d'abord, ça aurait pas été effectivement ça aurait été très mal reçu, ça aurait pas été pertinent et donc pas efficace. On a fait choix plutôt d'entrer dans cette dynamique, on va dire, de manière un peu différente. D'abord, on a travaillé avec la psychologue du travail du rectorat. Hein, donc, on a fait une réunion avec la psychologue du travail du rectorat, l'équipe de direction élargie, pour essayer de cerner un peu plus précisément les besoins. Ensuite, on a pris la tâche de l'IREPS, hein, donc de l'instance régionale pour l'éducation et la promotion à la santé, donc qui travaille beaucoup justement autour des compétences psychosociales, de la qualité de vie, du bien-être, et on a essayé d'élaborer, donc dans une forme encore un peu plus élargie, une stratégie finalement pour arriver à mobiliser les équipes autour de ces objets-là. Elles exprimaient le besoin, elles avaient une demande, mais on a considéré finalement qu'elle devait être, en fait, c'était un peu l'histoire dont vous êtes le héros, quoi. C'est-à-dire que l'histoire, c'était eux qui devaient l'écrire et c'était eux qui devaient la jouer, et qu'on pouvait simplement les accompagner dans la mise en œuvre de leur
projet en leur proposant éventuellement un appui, des ressources, voilà, mais en aucun cas en leur donnant quelque chose de clé en main. Et donc, on a comme ça construit un projet qui passe par la mise en place de groupes de travail pluricatégoriels internes à l'établissement autour de différents objets, des groupes de réflexion et puis des choses qui vont. Alors, on en est au début, hein, il y a que quelques semaines, mais il y a déjà des choses qui naissent et on voit que finalement. Les acteurs eux-mêmes vont être capables de construire les premières réponses, éclairés, guidés, soutenus, outillés. Et que si à un moment le besoin de formation apparaît, alors on pourra éventuellement proposer une formation, un contenu un peu plus spécifique. Mais ça n'arrivera bien que bien plus tard, très certainement, et peut-être même pas. Mais en tout cas, il y a vraiment un travail, à mon avis, intéressant, mais qui suppose à la fois de mobiliser des compétences spécifiques. On n'est pas psychologue du travail. On a beau s'intéresser à ces questions-là, c'est vraiment un métier spécifique et des compétences particulières. Et puis, on a aussi besoin d'un certain nombre de partenariats, parce que sur nos territoires, on a des acteurs qui, là aussi, ont des expertises, ont des ressources qui peuvent nous permettre de compléter effectivement notre dispositif. Il est 41. Thomas, je te propose qu'on écoute Gaël Marceau, donc qui est personnel de direction sur l'Académie de Créteil et qui va nous apporter son témoignage. Gaël, est-ce que tu nous entends ? Alors, pour l'instant, nous ne t'entendons pas, mais je pense que les choses devraient se faire naturellement. Non. Bon, alors, dès que tu peux prendre la parole. Ah. Bon. Alors, Gaël doit nous présenter. Ah, voilà, ça y est, c'est parti. Est-ce que vous m'entendez bien ? Parfaitement, on t'entend, on te voit. La parole est à toi, Gaël. Très bien, je vous remercie. Je vais me présenter, je suis proviseur d'un lycée polyvalent dans l'Académie de Créteil. J'ai fait j'ai fait toute ma carrière dans l'Académie de Créteil, anciennement comme prof, formatrice, etc. J'étais l'année dernière principale d'un petit collège, centre-ville, 400 élèves, une vraie mixité sociale. Et à la rentrée du mois de novembre, après les vacances de la Toussaint, il y avait un constat qui est apparu assez naturellement. Il y avait une hausse des cas positifs un petit peu partout dans toute la France. Et il y a une véritable angoisse des professeurs par rapport à ce retour. On avait eu le confinement, on était revenus. Enfin, il y avait eu la rentrée vraiment très, très, très particulière. Et donc, du coup, c'était comment on va gérer un petit peu cette angoisse avec ces cas positifs qui augmentent. Et en même temps, il y avait un véritable besoin d'informations très régulières à apporter et en même temps directement. Il fallait pas passer par plein d'intermédiaires, les mails, etc. Donc, du coup, on a réfléchi avec mon adjointe gestionnaire et avec mon CPE. C'est un établissement où je n'avais pas d'adjoint. Et on a mis en place donc des points échanges hebdomadaires. Donc, l'organisation était celle-ci. J'étais tous les lundis midi avec mon CPE, mon adjointe gestionnaire et ma secrétaire pour prendre des notes et pour faire un compte-rendu. L'idée, c'était qu'on faisait une permanence tous les lundis midi à la même heure pour pouvoir donner l'actualité, on va dire, de ce plan sanitaire, où on en était, nous, du protocole sanitaire qu'on avait mis en place dans l'établissement. Là, ça pouvait être très concret, hein. Ça pouvait être, on a reçu des nouveaux masques, les gels, on a remis des nouveaux gels, enfin, voilà, c'était vraiment des choses extrêmement concrètes, mais en même temps, ça permettait d'avoir un retour direct de la part de tous les personnels, de la part des enseignants essentiellement, pour pouvoir savoir concrètement où on en était, si jamais il y avait des problèmes dans une salle, si jamais le sens unique de circulation posait un problème à un certain endroit, si la descente de cet escalier était compliquée, etc. Vraiment des choses extrêmement concrètes. Ça nous a demandé une certaine disponibilité, parce que du coup, ça veut dire tous les lundis midi. On a fait ça pendant 2 mois, chaque semaine. Donc voilà, c'était pas anodin non plus. Et on était parti sur le principe de la réactivité. Tous les lundis après-midi, chaque service s'occupait de ce qui avait été évoqué pendant ce point d'échange. Ça veut dire que la gestionnaire, systématiquement, quand on parlait
ça pouvait être des cale-portes, ça pouvait être quelque chose comme ça qui manquait. Boum, tout de suite, tout le lundi après-midi, elle l'occupait à gérer les différents points qui avaient été abordés. Le CPE, si jamais il y avait des soucis avec la vie scolaire, à la demi-pension, etc., boum, pareil, il revoyait ses équipes le lundi après-midi et ça lui permettait de faire le point un petit peu avec ça. Et puis moi, ça me permettait d'avoir des informations spécifiques, que ce soit par rapport au cas Covid, par rapport à l'information, etc., etc. Ou alors par rapport à la réglementation. Le lundi après-midi aussi, il y avait ma secrétaire qui faisait un compte rendu. Donc on avait toutes les informations. On attendait le mardi matin un petit peu pour compléter toutes ces informations. Et tous les mardis matins, j'envoyais le compte rendu à tous les personnels de l'établissement, ce qui permettait de diffuser largement et encore une fois d'informer tout le monde. Le gros point positif de ce point d'échange hebdomadaire, ça a été que ça a permis d'avoir un espace régulier d'échange. Les professeurs savaient que tous les lundis midi, il y avait ce point d'échange. Donc ça, c'était essentiel. Alors, des fois, on avait 3 ou 4 personnes. Pas beaucoup, hein. C'était un petit établissement. Il y avait 20 profs à peine, 25. Mais donc 3-4 profs, c'est pas beaucoup, mais en même temps, les 3-4 profs représentaient les autres enseignants. Ils venaient avec des questions, ils venaient avec des problèmes dans des salles, dans des couloirs, etc. Donc ça, c'était important parce que les personnes qui étaient présentes pouvaient faire remonter des difficultés qu'il y avait dans d'autres salles ou sur d'autres situations. Ce qui est important, c'est que ça nous a permis d'avoir un retour direct et puis un ressenti aussi. Le ressenti, on en a parlé tout à l'heure, le ressenti sur la crise sanitaire est fondamental. Et de voir les enseignants qui étaient rassurés parce qu'ils voyaient qu'il y avait une réaction directe à ce qu'ils demandaient, à leurs questionnements, à leurs angoisses. Hein. Des fois, c'était assez compliqué et on n'avait pas de réponse à tout. Hein. Moi, je n'avais pas de réponse à tout, mais en même temps, j'étais là, j'accueillais leurs questionnements et le lendemain, j'essayais de leur trouver une réponse. Alors globalement, on y arrivait plus ou moins bien avec mon équipe, mais c'est vrai que ça a permis en tout cas des échanges réguliers et ils savaient qu'ils avaient ce point-là. Ça évitait d'avoir des mails qui circulaient comme ça parce qu'il y avait vraiment un temps régulier. La limite de ce point d'échange, c'est que ça n'a pas permis de tout régler. Voilà, ça a réglé beaucoup de choses du côté de la communication. J'en avais parlé avec Thomas quand j'avais préparé un petit peu cette intervention et avec Guénolé. On a eu des problèmes de salle. Il a fallu. Moi, j'avais attribué une salle à une classe. Et ça a été très 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 mal vécu de la part des enseignants parce qu'ils étaient plus dans leur repère. Hein. C'est des enseignants qui étaient là parfois depuis 20, 25 ans. Donc ils étaient habitués depuis très longtemps à avoir leur salle de classe. Et c'est quelque chose qui a été extrêmement mal vécu par les enseignants. Et malgré cet espace de discussion, ce point d'échange, on n'a pas pu régler, on va dire, les difficultés qui étaient sous-jacentes par rapport à ce problème de salle. Pour conclure sur ce point d'échange, je voulais préciser que moi je l'ai utilisé pendant 2 mois. Vers la fin, on a commencé à l'utiliser tous les 15 jours. On l'a fait pendant 2 mois chaque semaine et puis après on l'a fait tous les 15 jours et naturellement j'ai proposé à tout le monde de l'arrêter parce que la situation sanitaire redevenait normale. Je pense que c'est important d'utiliser des modules comme ça dans des situations d'abord qui sont exceptionnelles. Ensuite, de le limiter dans le temps, parce que l'air de rien, c'est quand même anxiogène. Ça rappelle à tout le monde qu'on est dans une situation particulière. Et rien que le fait de se rappeler qu'on est dans une situation particulière, ben, ça aussi, hein, ça rajoute du stress, ça rajoute de l'angoisse. Donc voilà, ça peut être, c'est quelque chose qui a été très intéressant. Ça nous a permis de désamorcer beaucoup de choses. Je pense que les enseignants étaient très satisfaits de voir qu'on avait une réactivité immédiate, qu'on était à l'écoute surtout de leurs difficultés. Mais en même temps, j'ai envie de dire, malheureusement, c'était pas magique. J'aurais adoré que ce soit magique, mais ce n'était pas magique. Et en même temps, j'ai envie de dire, vu la situation sanitaire qu'on a traversée, dire ça, voilà, je pense que ça a contribué grandement à apaiser les choses, même si tout n'a pas été, on va dire, miraculeux.
Bien, merci beaucoup, Gaël. Je sais pas si Thomas, tu veux réagir. Juste avant, peut-être dire, non, en fait, la magie n'existe pas, mais c'est parce qu'on a effectivement, on tente voilà, on explore des pistes telles que celles que tu viens de nous parler, qu'effectivement, on a cette capacité d'écoute, cette proximité, cette attention aux autres, parce que finalement, c'est une marque d'attention. Là, encore une fois, c'est reconnaître que les personnels de l'établissement peuvent avoir effectivement des besoins en termes d'informations dont ils veulent disposer, dont ils ont besoin de disposer, de réponses par rapport à des problèmes. Voilà, donc c'est déjà un premier niveau effectivement très, très important. Thomas, je te laisse la parole. Ouais, je pensais juste à deux choses. D'abord, merci pour ton témoignage. Ça me faisait penser effectivement. Donc, on voit bien que tout tourne autour de la communication. Il y a des gens qui disent d'ailleurs, des spécialistes de la gestion de crise, que 80% de la gestion de crise c'est de la communication. Oui, mais de la communication sincère. C'est-à-dire que ce qui donne de la valeur à la communication, particulièrement quand on est en temps de crise, c'est là où les émotions sont exacerbées, où les gens ont besoin d'être écoutés et d'être entendus. C'est le fait qu'ils aient en face d'eux des gens qui les écoutent sincèrement et qui n'essaient pas de les entourlouper ou de faire semblant d'être à l'écoute. Et donc on voit bien que dans ce que tu as mis en place et dans toutes les solutions qu'ont essayé de trouver les collègues, voilà, c'est l'idée de faire, de maintenir le collectif d'une part, et puis en même temps d'être en capacité d'écouter vraiment les individus et d'entendre ce qu'ils avaient à dire en le faisant, en étant là, quoi. Alors ça fait un peu communication non violente, communication positive, tout ce qu'on veut, mais ouais, il y a certainement des pistes à prendre là-dedans. On en revient encore aux compétences sociales et émotionnelles. Finalement, on est là-dessus pour maintenir le lien. Et puis la deuxième chose très intéressante et très importante, je pense que tu mets en valeur, c'est la notion de mesure exceptionnelle. C'est vrai que quand on est en temps de crise, on va peut-être aussi d'ailleurs demander aux gens avec qui on travaille de se mettre sur des champs professionnels ou des missions qui ne sont pas les leurs habituellement. On va prendre du temps supplémentaire. Peut-être quand on est face à certaines situations, le téléphone il va fonctionner un peu plus tard que d'habitude, voire le week-end dans certaines situations. Vraiment, le C2A2E de Versailles, par exemple, qu'il y a un centre académique qui accompagne les établissements ou les écoles qui traversent des difficultés, les équipes, généralement, le portable, il est ouvert le week-end, il fonctionne jusqu'à 22h, 23h, si besoin, pour accompagner les équipes. Donc là, mais par contre, c'est exceptionnel. C'est-à-dire qu'effectivement, à la fois pour remercier les équipes qui nous ont aidés quand on avait besoin d'aide, et en même temps pour envoyer le signal qu'effectivement on était bien sur un temps particulier, c'est important que ces mesures, à un moment, elles aient une fin. Ça annonce la sortie de crise, ça permet de se reposer. Voilà. Je me permets de préciser, effectivement, ce qui est important, c'est que le fait de limiter aussi dans le temps, c'est ce que tu viens de dire. On en demande beaucoup plus à tous les personnels. Alors nous, on fournit plus, mais j'ai envie de dire, on en demande beaucoup plus à tout le monde sur cette période. Les personnels de la vie scolaire ont fait des choses incroyables pour maintenir le protocole sanitaire. Les agents aussi des collectivités ont fait plein de choses aussi qui étaient. Ils ont revu totalement leur façon de fonctionner. Alors il y a beaucoup d'enseignants qui ont dû totalement bouleverser leur façon de faire au quotidien, mais les agents, tout le monde, les CPE, les adjoints gestionnaires, ils sont devenus des grands spécialistes des masques, des gels, du désinfectant, etc., des choses qu'ils connaissaient absolument pas. Et on ne peut pas demander ce niveau d'intensité de travail à tous nos personnels sur une longue durée, parce qu'au bout d'un moment, on va les épuiser. Nous-mêmes, de toute façon, on va s'épuiser. Et c'est bien de se dire aussi qu'on retourne à un climat
Alors oui, j'ai envie de dire 1 an après, on voit qu'on est à peine sorti de la crise et c'est la question qu'on se posait tout à l'heure. Est-ce qu'on est sorti de la crise ou est-ce qu'on est en sortie de crise? Néanmoins, arriver le plus rapidement possible vers une phase de pré-normalité, j'ai envie de dire, c'est aussi ça qui est important parce qu'on ne peut pas continuer de rester dans cette période de stress comme ça et demander toujours. Je me permets juste une remarque par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure sur comment vont les enseignants, comment vont les élèves. Moi, je me permettrais de parler des enseignants. Moi, je suis maintenant dans un lycée polyvalent. Sur les lycées, il y a eu 2 années sur la réforme du bac qui ont été globalement vécues de manière, je sais pas comment on pourrait dire, un peu compliquée peut-être dans les établissements, dans certains beaucoup plus compliqués que d'autres. Il se trouve que cette première année du bac 2021 a fonctionné avec une organisation qui n'était pas prévue. Pour les élèves, c'était extrêmement anxiogène. Pour les parents, c'était anxiogène. Et puis pour les profs, on leur a demandé de faire des choses nouvelles, mais en même temps, au dernier moment, c'était plus tout à fait ça qu'il fallait faire. Et moi, je retrouve les professeurs dans une forme. On a parlé du mal-être des élèves. Je les trouve pas très bien, moi, les profs. Hein. Vraiment, hein, je les trouve pas très bien du tout. La difficulté, c'est qu'ils ont besoin aussi d'écoute, ils ont besoin d'attention. On a parfois, on met des choses en place. Parfois, on a du personnel médico-social qui est là pour les accompagner. Parfois pas. On a encore beaucoup de personnel médico-social dans les académies qui sont mobilisés sur le Covid, sur des choses comme ça. Moi, on m'a dit, il y a encore à une réunion de district, que pour faire valider un PAP par un médecin scolaire, il y avait un temps d'attente de 2 ans. Voilà, globalement. Voilà, tous les parents qui font une demande de PAP, 2 ans, donc ça veut dire passer le bac sans aménagement, sans valider d'aménagement. C'est extrêmement compliqué pour tout le monde. Et donc, du coup, les profs se retrouvent dans cette situation avec eux, ils vont pas très bien pour plein de raisons différentes. Il y a eu la crise sanitaire, il y a eu la réforme du bac sur la crise sanitaire. Ça a ajouté vraiment plein de choses. Après, localement, il y a pu avoir des difficultés. Moi, je suis dans un établissement où, localement, ça a été très compliqué pour d'autres raisons. Et du coup, tout ça mélangé à des préoccupations personnelles, ça fait que ils vont pas très bien, quoi. Voilà. Alors, la difficulté, c'est que nous, personnel de direction ou corps d'inspection, c'est à nous de les accompagner comme on peut. Nous aussi, on a vécu un petit peu tout ça et c'est à nous de se dépasser maintenant pour les accompagner. Mais c'est pas simple. Voilà. Alors, c'est tout à fait ce qu'on avait prévu de dire, en fait. Donc, un grand merci, Gaëlle. Le temps file, mais finalement, voilà, on va pas répéter ce que tu viens de dire. C'est tout à fait ça. On est tous conscients, là où on est, sur nos différents territoires académiques, dans nos différents établissements, que les personnels enseignants, mais les personnels d'une manière générale, ne vont pas bien. Avec un élément supplémentaire pour les lycées à cette rentrée, avec certainement une question de synchronisation entre des demandes institutionnelles et en tout cas une logique institutionnelle qui reste sur un schéma normal, sur un calendrier politique normal, où les attendus sont finalement au rythme qui avait été initialement pensé, et une réalité en établissement et des populations professionnelles qui sont effectivement plus vulnérables et qui se voient confrontées, on l'a bien vu, alors je pense au lycée parce que bien évidemment, il y a eu ce fameux projet d'évaluation là qui a occupé les équipes et qui, en plus, a très certainement pu, au moins localement, mais je pense que ça, hélas, peut-être pas hélas, enfin, je sais pas comment dire, mais ça a dépassé le local, c'est-à-dire que ça a pu aussi renforcer un certain nombre de choses, dans la mesure où ce qu'on a pu observer à certains endroits, c'est que le fait d'amener les équipes à penser des principes communs, à réfléchir ensemble à des modalités de mise en œuvre des pratiques évaluatives,
ça a été vécu pour un grand nombre d'entre eux comme quelque chose qui venait percuter, qui venait agresser, qui venait s'immiscer dans leur pratique individuelle, voilà, dont ils étaient normalement les seuls responsables. Et il y avait cette impression qu'on venait à un moment donné, voilà, oui, véritablement percuter ce qui était de leur sphère personnelle, et par ailleurs avec effectivement une contrainte de temps et donc des tentations un peu de repli disciplinaire, des disciplines qui avaient, voilà, ben, vous, chef d'établissement, vous l'avez connu très certainement dans ces quelques semaines là où vous avez des équipes qui vous ont dit qu'en mathématiques ça pouvait pas être comme en histoire-géographie et que ça ne serait jamais comme en histoire-géographie, même si c'était pas d'ailleurs l'objet, et que finalement avoir des objectifs communs, c'était un certain nombre de principes communs relevés de l'impossible parce que il y avait voilà des entrées extrêmement difficiles. Donc ça, c'est venu s'ajouter et c'est vrai qu'on doit en être conscient, comme tu le disais très justement Gaëlle, et également comme tu le disais Thomas, c'est finalement parce qu'on va être en capacité d'être très présent dans les différents temps, les différents lieux, parce qu'on va être à l'écoute, parce qu'on va être dans l'empathie, dans la compréhension, quand on va pouvoir être aussi dans une relation soutenante, bienveillante, que l'on va effectivement arriver à peut-être limiter un certain nombre des effets de ces crises. Mais pour autant, il faudra effectivement très certainement aller au-delà, c'est-à-dire qu'on peut pas être simplement dans le cocooning, c'est un premier niveau effectivement indispensable, mais il faut aller sur quelque chose qui est effectivement plus structuré, plus planifié, plus systémique et qui permet encore une fois, moi je pense que les termes, mais et finalement, ça sera peut-être le mot de la conclusion, Thomas. Si finalement on peut envisager un après-crise, il faut déjà qu'on pense à ce qui est de l'ordre de la cicatrisation, de la restauration, de la réparation, c'est-à-dire comment finalement on se remet en bon état. Et c'est pas simplement parce que les faits s'arrêtent ou les contextes évoluent autour de nous que voilà que c'est fini et que tout redevient comme avant. Non, il y a vraiment un travail à opérer individuellement et collectivement, et ça, il faut qu'on s'en empare pour être justement dans cette réparation, cette restauration, cette cicatrisation. Et comme tu le disais très justement, ça va aussi passer par la mesure des effets et des impacts. Je te laisse peut-être le mot de la fin, Thomas. C'est bien résumé. Enfin, j'adhère à tout ce que tu dis. Je pense que c'est certainement l'enjeu des mois à venir. C'est qu'on nous demande encore peut-être un travail non pas de prestigitateurs, mais d'équilibristes, de devoir associer des injonctions de calendrier qui montrent aussi que l'institution fonctionne, le système fonctionne et continue à fonctionner comme avant, sauf qu'au niveau des individus et des communautés scolaires, on en est encore au stade effectivement de la cicatrisation, que ça prend du temps, qu'on ne peut pas faire un saut de Tarzan, c'est-à-dire passer à l'avant-crise et à l'après-crise en un claquement de doigts et en faisant comme si rien ne s'était passé, d'autant plus que c'est malheureusement la particularité des crises, c'est qu'il y a toujours un avant-crise et un après-crise, et que l'après-crise n'est jamais, même une fois qu'on en est sorti de la crise, ça n'est jamais exactement comme ça l'était avant. Or, l'illusion qu'on a un peu dans les grandes machines et dans les grandes institutions, c'est de montrer que l'institution, elle est immuable et qu'elle ne bouge pas, que c'est toujours la même, qu'elle est solide comme un roc. Mais sauf que forcément, ça a changé. Donc, peut-être que c'est ça l'enjeu, de bien se reposer pendant ces vacances, de bien prendre soin de soi, de son corps, de son mental, etc., de retrouver sa famille, ses amis, de prendre du recul pour être en capacité au retour dans la période qui est toujours un petit peu la plus complexe de l'année scolaire, d'appréhender les choses avec calme, sérénité, parce qu'on va se retrouver là-dedans, en effet, dans une période qui est compliquée, où
Eh bien, effectivement, les gens ont tellement besoin que le leader du groupe, le capitaine du bateau, comme vous voulez l'appeler, soit présent et attentif. L'écart qui peut être dû à la fatigue, à une maladresse, on est tous humains, donc on n'est jamais à l'abri. Oui, ça peut être vécu comme un scandale et cristallisé, comme pour les changements de classe, les changements de salle au moment du protocole sanitaire. On se retrouve face à des conduites irrationnelles parce qu'à un moment, un événement devient le catalyseur du je veux qu'on s'occupe de moi et je veux avoir raison et je veux affirmer mon besoin d'être en sécurité. Hein, c'est la pyramide de Maslow certainement, et puis d'autres besoins derrière. Mais n'empêche que voilà, on va se retrouver avec des trucs, on va dire mais qu'est-ce qui nous saoule à s'énerver ou voilà sur ce problème-là qui finalement paraît mineur, sauf qu'il est l'enjeu d'autre chose. Et donc, faut être en capacité de prendre du recul, d'accompagner tout ça, et donc pour continuer à piloter et avoir un climat scolaire serein et propice aux apprentissages, tout en faisant attention à soi. Merci beaucoup Thomas, merci Gaëlle, merci à chacune et chacun d'entre vous de votre présence avec nous ce soir. Merci à Guédolé qui était derrière, mais qui a tout fait pour que tout soit remarquable. Voilà, vous savez que en qualité d'abonné, vous avez accès au replay et au compte rendu. Et puis on vous dit bonne soirée, bonnes vacances, et puis à très bientôt. Ce sera encore un grand plaisir de vous retrouver. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir. Très bonne soirée et merci beaucoup.